Sur quoi on s'appuie, d'où vient cette histoire, effectivement, comme vous le savez, hein, à la désagréga- à l'explosion de l'Égypte antique, entre guillemets, il va y avoir une période de l'Afrique qui, globalement, était très peu connue parce que très peu de traces ont été récoltées. Et puis, il va falloir attendre petit à petit pour que les peuples qui vont entrer en migration, surtout le Sahara et le Sahel petit à petit, se réorganisent dans des différents groupes et c'est à partir de ce moment-là qu'on va sentir l'émergence des nouvelles organisations, des nouvelles entités politiques, etc. Et très rapidement, s'il faut faire une accélération sur toute cette période, c'est-à-dire que dès les années 300-400, on va commencer à sentir ce qui pouvait être les bases, entre guillemets, de ce qui va donner l'empire du Ghana, mais il va falloir attendre longtemps jusqu'à ce qu'on arrive à peu près autour des années 900, 800 par là, pour vraiment commencer à connaître l'Empire du Ghana en tant que tel qu'il est connu et tel qu'il est surtout témoigné par les gens qui ont pu voyager, circuler sur ces zones. Et donc, on va parler, ici, on va parler des sources de Ibn Akwal, on va parler de Al-Bakri, on va parler par la suite, hein, il y a également la tradition orale qui commence déjà dès Soundiata Keita à petit s'installer, être institutionnalisée de plus en plus. Après, on va passer à Ibn Battuta, on va passer à Ibn Khaldoun, on va par la suite, sur la slide d'après, la régie. Voilà, après on va continuer, on va évoquer les hauts africains, on va évoquer les sources fondamentales qui sont le Tariq al-Fatah et le Tariq al-Soudan, qui vont vraiment être le point focal de notre présentation. Donc la régie, si tu peux revenir juste à la slide d'avant sur les sources. Si Afrophilo, à ce niveau-là, question source, méthode, si tu peux apporter des choses. Je sais qu'aussi tu as des apports sur tout ce qui est géologie, tout ce qui est environnement, comment on récolte des sources, etc. Si tu peux compléter cette planche. Euh, Tout d'abord, salut à tous. Salut Chris. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour notre nouveau live sur l'histoire. Alors, juste sur les sources rapidement, il faut rappeler que dès la fin du 8e siècle, déjà, on a des sources arabes en général ou arabo-berbères. Dès la fin du 8e siècle, on a des sources venant de géographes tels que Al-Khwarizmi ou des choses comme ça. En général, il y a deux types de sources. Il y a des, comment dire, il y a des voyageurs qui ont vraiment visité les régions, tels que Al-Bakri, il me semble. Il y a d'autres, par contre, ils ont repris des voyages d'autres personnes et ils ont compilé sans s'être rendus sur place. Et donc, c'est toujours important d'avoir cette distinction parce qu'il y en a qui ont vraiment. Je pense que ceux qui ont vraiment décrit les situations sur le terrain, c'est vraiment de la source de première main parce qu'ils décrivent vraiment ce qu'ils ont vu. Ils ont vraiment voyagé dans la région, etc. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà ce que je pouvais compléter. Très bien. Et donc, pour donner le contexte, hein, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont s'étonner, qui vont peut-être se poser la question, pourquoi on est en Afrique sur cette période-là et il y a autant de contributeurs arabes? Alors, il faut comprendre qu'on est là dans la phase de la grande expansion de la péninsule arabique et des conquêtes arabes. Et donc, on est là sur les califats qui montent jusqu'à Cordoue en Espagne et qui également se sont installés en Irak, etc. Donc on est dans cette phase de la grande expansion du monde arabe. Hein. Et donc effectivement, pour des raisons pratiques, les Arabes vont développer de plus en plus des études pour essayer de comprendre un peu le territoire dans lesquels leur empire s'étend. Et donc c'est pour ça qu'ils vont s'étaler de plus en plus sur ces zones et ils vont missionner des gens qui vont voyager, aller étudier, essayer de comprendre, etc. Donc vous verrez que quand on va citer quelques noms,
on a des Espagnols, enfin des Andalous, qui sont des Arabes qui sont installés déjà en Espagne et qui ont été chassés par l'Inquisition, par exemple, bien plus tard, qui vont redescendre dans les années 1490, 93, 14, par là, et qui vont redescendre aussi, et donc eux aussi vont s'installer au Maghreb et vont essayer de contribuer aussi, de comprendre aussi. Donc, il y a également ce type de personnages qui vont intervenir. Donc, ceci explique que dans ce contexte, effectivement, les Arabes ont été les premiers à essayer d'aller plus loin, essayer de s'aventurer dans cette Afrique et de commencer à collecter les informations qu'ils avaient, essayer de comprendre un peu ce monde-là. Après, il faut rappeler quand même l'importance des écrits, c'est-à-dire que si on, voilà, c'est parce qu'ils écrivaient quelque part. C'est ça. Si ça se trouve, il y avait comment dire, il y avait des gens de l'empire du Ouagadou, enfin du Ghana, qui sont allés plus au nord, qui se sont peut-être même aventurés en pays arabo-berbère, voire même dans le sud de l'Europe, etc. Mais si on ne retrouve pas de témoignages écrits, on ne peut pas, on peut pas bâtir une histoire basée sur rien, sur une absence d'écrit. Voilà. De l'archéologie, on peut retrouver des traces, mais c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Et pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, du côté, par exemple, des Noirs qui sont allés un peu plus en Espagne, etc. On peut retrouver quelques traces, par exemple, dans les écrits, les pièces, par exemple, de Shakespeare, on peut retrouver quelques traces. Quand on parle globalement de l'Espagne, on peut retrouver des personnages. Mais c'est parce que, pas plus, le travail est dans l'autre sens. Donc, exactement, voilà. Exactement. Il y a de ça, et puis là, on commence à parler de comment dire, ce qu'on a appelé en Europe la civilisation mort, entre guillemets, où c'était déjà des gens qui venaient justement du nord, de la région sahélienne, du côté de la Mauritanie, et voilà, qui sont allés jusqu'au sud de l'Espagne, mais ça, c'est très tardif. C'est ça. Voilà, c'est assez tardif, on va dire. Ouais. Donc, voilà globalement très rapidement sur les sources. Donc, je vous ai mis ici en rouge, à partir de Soundiata Keita, on va avoir beaucoup plus d'organisation, quelque chose de beaucoup plus organisé avec la mise en place des gouvernements centralisés, de Djili, etc., comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, avançons. La deuxième slide sur les sources, justement. Revenons sur les sources. Voilà. Et donc, sur les sources, je voulais 2 secondes m'attarder sur les 2 ouvrages qui vont vraiment constituer une ressource qui est fondamentale au niveau des écrits, finalement. C'est vraiment le Tariq al-Fatash et le Tariq al-Soudan. Alors, globalement, je vais disséminer ici et là quelques éléments linguistique ou bien de machin, mais le Tariq en arabe, c'est juste chronique, hein, c'est une histoire qu'on raconte, donc c'est le Tariq. Tariq al-Fatash, c'est pour la recherche, donc en gros, c'est des chroniques pour ceux qui veulent faire des recherches sur cette zone-là de l'Afrique. Et puis le Tariq al-Soudan, ça veut dire vraiment les chroniques du Soudan. Et le Soudan, ce mot-là, il faut le retenir, ça vient de l'arabe. Aswid, c'est noir au singulier, et Soudan, c'est noir au pluriel. Donc, les Arabes, à l'époque, désignaient toujours la zone à partir quasiment du Sahara et qui descend jusqu'au Sahel tout en bas. Ils appellent ça le Balad al-Soudan, donc le pays des Noirs. D'accord ? Et le balad qui va donner en français le bled, certainement ramené par les pieds noirs d'Algérie, etc. Donc voilà quelques éléments juste linguistiques, et ces sources vont inspirer beaucoup d'historiens africains ou occidentaux, notamment Cheikh Anta Diop avec l'Afrique précoloniale, et également Kizerbo, le livre qu'on lit et qui fait l'objet de cette chronique ce soir. Voilà pour les sources.